Aujourd'hui, huitième leçon de notre MOOC, donc sur le design thinking. Nous allons détailler la manière dont on va aborder cette phase préliminaire qu'on appelle la phase de veille et d'exploration. Restituons-la dans le schéma général de notre processus projet, avec ce schéma, et rappelons les deux principaux objectifs. C'est bien la phase d'instruction du dossier par l'organisation et la réalisation du travail de veille. J'aime beaucoup ce mot instruction, nous allons voir pourquoi ensuite. On a pour objectif de dépasser les prérequis, d'ouvrir le champ des possibles, de favoriser la découverte d'hypothèses variées. Cette phase est une phase de veille et d'exploration, donc, dans laquelle on sollicite plutôt des compétences de type analyse, recherche-observation, qui trouvent son ancrage dans le concret et le monde réel, en très forte divergence, puisqu'il s'agit d'ouvrir le champ des possibles au maximum. Les activités principales visent à se doter de connaissances et d'ouvrir la créativité, ce qui permet de positionner l'équipe projet par rapport aux choix stratégiques initiaux et aux objectifs du demandeur. On va aussi identifier, adapter des choix méthodologiques, on va les affiner par rapport au modèle proposé par exemple, et on va redéfinir ainsi les objectifs par rapport aux besoins initialement exprimés. Les champs disciplinaires invoqués sont design, sciences humaines et sociales, par exemple philosophie, sociologie, anthropologie, sciences du commerce, dont le marketing, art, très important dans cette première phase de veille, nous allons le voir ensuite, par exemple la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, la danse, etc. Tous les aspects culturels, sciences et techniques, société et culture. Cette phase préliminaire permet en outre d'éviter de reproduire l'existant, bien sûr, par méconnaissance la plupart du temps, et de se poser de vraies questions de stratégie à partir d'une posture que le porteur de projet pourra élaborer par une connaissance du contexte élargi du projet. Ainsi, le travail de veille ne se réduit pas à une simple question de contexte élargi ou à une simple légère différenciation par rapport à un benchmark qui est finalement que l'état de l'existant. Elle permet donc d'atteindre le plus rapidement possible cet état de fin de l'innocence, c'est-à-dire la connaissance, qui aura dans un premier temps pour effet de nous faire croire que tout a déjà été fait, mais qui très vite nous permettra d'atteindre ce niveau indispensable à toute bonne pratique du projet. Connaissant cet état existant, nous saurons mieux le dépasser. L'organisation de ce travail de veille est déjà le reflet de cette posture que doit définir le conducteur du projet. En effet, ce qui n'apparaît pas forcément au premier abord, c'est que la connaissance accumulée réside aussi par rapport à certains choix. Pourquoi je vais chercher là plutôt qu'ailleurs? Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'innovation ou d'invention sans recherche. Ça, c'est fondamental. Nous allons vous proposer d'être provisoirement chercheur pour votre propre projet. Par exemple, quand nous serons amenés à nous poser des questions sur l'identité formelle, sur un détail d'usage, un choix de matériaux, voire un élément de langage pour l'argumentaire de nos propositions, il y a de fortes probabilités pour que les réponses soient déjà présentes dans cette ressource produite par ce travail de veille. Quels sont les domaines que nous vous proposons d'explorer? Tout d'abord le design. En effet, les designers ont produit des concepts, des évolutions d'usage, de nouvelles identités formelles, qu'il est utile de connaître. Ce sont autant de recherches déjà réalisées qui alimenteront notre réflexion, et dont les formes, plus ou moins nouvelles, commenceront à titiller notre cerveau. Par exemple, les travaux récents de Mathieu Lehanner sur ce sujet semblent particulièrement intéressants pour nous. Les voici illustrés. Ensuite, nous allons aborder les sciences humaines et sociales, par exemple la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire. On ne peut avoir la prétention d'aborder une telle thématique sans se préoccuper des notions de sens, d'enjeux sociétaux, de représentation individuelle et collective, ainsi que les nouveaux usages. Ces notions ne peuvent être nourries que par une exploration de ces champs. Bien sûr, on pourrait se lancer d'entrée dans le jeu d'une réunion de créativité ayant pour objectif de favoriser l'émergence de nouveaux concepts, vous aurez noté les guillemets, sans lecture préalable, sans travail documentaire, bref, sans nutriments de la pensée. Bien vite, on s'apercevra des limites de ce genre d'exercice, qu'on s'essouffle bien vite, qu'en général, on réinvente la roue, et qu'on produit des dizaines de pistes créatives qui n'auront que bien peu de consistance sans pouvoir en faire un projet. Donc nous allons explorer ces champs, sans doute inhabituels pour la plupart d'entre vous. Le seul risque de cette exploration est de découvrir de beaux déclencheurs, comme la découverte ou la redécouverte de ce que dit Bachelard sur l'eau, par exemple dans L'eau et les rêves. Le philosophe décrit l'eau comme une matière élémentaire à partir de laquelle notre imagination fait émerger des rêves, des poèmes, des métaphores et des œuvres d'art. Dans l'ouvrage L'eau et la pensée grecque,
Du mythe à la philosophie, de Thierry Houle. Il nous dit « Religion et poésie dessinent les paysages du monde grec antique et tracent la carte du sacré. La pensée mythopoétique a épuisé dans un fantastique réservoir de symboles qu'anime la présence de l'eau. Réceptacle du divin, l'eau est un miroir mouvant que couvre le ciel. Elle est un œil ouvert sur le mystère. L'eau est le désir qui parcourt la terre. Elle est encore le fleuve, source de l'être limite du monde. » Si nos pensées ne se mettent pas en marche après de telles découvertes, on pourra toujours lire « Tout est eau, mais qui le sait » par Luc Ferry, philosophe français, ancien ministre de l'Éducation et de la Recherche. Mais toute la philosophie occidentale commence par une histoire d'eau. Ainsi, Thalès de Milet, à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, qu'on considère comme le premier grand penseur de la tradition philosophique occidentale, entendait fonder toute sa pensée sur la fameuse formule « tout est eau ». Déjà, notre point de vue initial sur l'eau, qui se résume souvent à l'eau du robinet, pour les citadins en tout cas, que nous sommes dans une grande partie, est déjà en forte réinitialisation. La sociologie, l'anthropologie, l'histoire sont autant de sources de savoir. Un savoureux chapitre 8 qui propose une sociologie du compteur d'eau, par exemple, dans la ville durable et aux politiques du scientifique. Et oui, la sociologie est bien dans la pensée de nos sociétés actuelles, réelle, et relie naturellement les usages sociaux de l'eau et l'économie qu'en font les hommes. Dans Anthropologie et eau, dans le numéro spécial du journal des anthropologues, de juin 2013, on y parle ainsi. L'eau est l'une des ressources qui a la capacité de lier différents domaines du social. Le rapport à la nature et au milieu, l'organisation du territoire, les institutions, les relations de pouvoir et les systèmes de valeurs et les identités. On en voit bien là la richesse. Étudier l'eau signifie appréhender à partir de l'appropriation d'une ressource les réseaux sociaux, économiques, politiques, culturels, ainsi que les formes de dépendance, d'exclusion, de solidarité, de conflit aussi. Au-delà de l'apparente naturalité de l'eau, bien d'autres dynamiques se cachent derrière la gestion hydraulique. La sociologie révèle la dynamique sociale de l'eau. Ensuite, l'art. L'art a cette capacité précieuse et efficace de donner des formes à des questionnements souvent formulés par les sciences humaines et sociales en amont du vulgus picum que nous sommes. Pour peu que nous prenions le temps de les lire, au-delà de nos limites culturelles ou esthétiques, nous pourrons essayer de décrypter ces productions de l'art, notamment de l'art contemporain. Justement, le thème de l'eau est abondamment traité au cours des siècles par les artistes. C'est omniprésent dans l'univers, à la fois source de vie et d'énergie, et symbole riche de signification. L'eau est maintes fois chantée par les poètes et les écrivains. Située dans un premier temps en arrière-plan d'une scène religieuse ou mythologique, l'eau sous la forme d'une mer, d'une cascade, d'un lac ou d'un cours d'eau se retrouve dans de nombreuses représentations du paysage rendu autonome. À la fin du XIXe siècle, et surtout au XXe siècle, elle devient pour les artistes un véritable élément de recherche esthétique et un sujet central. Abordons aussi le commerce, la technique. Les services créés autour de la gestion de l'eau, la technique de l'eau, comme exemple de la polémique scientifique autour du concept de la mémoire de l'eau, par exemple, récent questionnement, mais bien d'autres possibles aussi. Une recherche historique montre rapidement la diversité des services liés à l'eau dans Paris avant l'installation des tuyaux. On y distribuait pas loin d'une dizaine de sortes d'eau différentes selon les usages. Nous avons du mal à imaginer cela aujourd'hui. Une exploration des techniques de captation de l'eau par d'autres cultures est aussi pertinente et nous permettra de dépasser nos limites culturelles. Une rapide veille sur les congrès sur l'eau à venir nous permet de dire que notre thématique fait écho à de nombreuses questions actuelles. Mais comment organiser une telle exploration ? Ou comment réaliser des connexions de type neuronal entre des informations, des concepts, des créations qui ne cohabitent sans doute habituellement pas ? Eh bien, il faut se rappeler que l'innovation, c'est l'apparition du fortuit, de l'inattendu. Il faut donc se mettre en situation de production de cet inattendu, mais aussi de son acceptation. Et ce mode de fonctionnement est basé sur la sérempidité, qui est originellement le fait de réaliser une découverte scientifique ou une invention technique de façon inattendue ou accidentelle. Nous allons donc créer les conditions de ces accidents. Nous allons emprunter à Philippe Stark son image de la soupe primale qui recouvrait la Terre avant que, frappée par des fortes décharges électriques qui déclenchent la vie et ainsi même la création de bactéries, puis enfin, bien plus tard, les humains que nous sommes, avec nos cerveaux, si plastiques aujourd'hui. Eh bien, c'est un peu ce qui va se produire au hasard d'un collage de post-it, de notes de lecture ou d'étonnements de visite d'exposition ou de spectacle. Un éclair éclairera d'un coup ces connexions que vous ne maîtriserez sans doute pas complètement.
Pour conduire cette recherche sans s'y perdre, il faut donc prendre des notes, schématiser, organiser les différents parcours qui vont se dessiner. L'objectif à ce stade du projet n'est pas de déterminer les hypothèses de travail précises. Il faut appréhender en fait à résister, à formuler le plus tard possible ces hypothèses de travail. L'humain a cette capacité de vouloir répondre le plus rapidement possible à un problème posé. Essayons d'y résister pour avoir le temps de donner assez d'éléments à nos cerveaux créatifs. Donc l'objectif est de créer des bases conceptuelles qui seront comme autant de prémices d'hypothèses de travail. Mais il y a ensuite une espèce de loi darwinienne dans la capacité de survie des concepts. C'est pour cela qu'il faut en produire un certain nombre, disons entre 5 et 7 pour notre projet. Il faudra alors forcer notre cerveau à fonctionner sans autocensure, sans peur du lendemain. Mais que va-t-il m'arriver ensuite? Mais sans perdre en exigence ni en structuration de la pensée. Nous vous proposons donc une expérience personnelle que nous espérons forte en découverte.